l'écriture phénicienne a donné ce que nous appelons l'alphabet grec. La forme et le fond. Quand vous dites par exemple alpha, mais ça ne veut rien dire en grec, c'est même pas un mot grec, c'est aleph. Et quand vous dites bêta, ça ne veut rien dire, c'est beit, la maison. Quand vous dites delta, c'est dalé. Quand vous dites gamma, c'est guimel. Lambda, c'est lamel. Donc les noms même des lettres grecques là, le nom, c'est des noms sémitiques, c'est des noms phéniciens. C'est aleph, arabe, etc. C'est d'écriture phénicienne. Donc les Grecs, soi-disant le miracle grec, ils n'ont inventé ni les signes, ni les sons, ni la valeur de ces signes-là. Et nous avons retenu ça. Au lieu de dire aleph, je prends seulement le A. Au lieu de dire bêta, je prends seulement le B. Au lieu de prendre seulement le D, le delta, je prends le D. Donc vous avez A, B, C, D. A, B, D veut dire quoi? B veut quoi? C, D, L, P, K, M, N, U. C'est simplement la première lettre de l'alphabet. Au lieu de dire Aleph, on prend seulement A. Donc, et puis d'abord le mot alphabet c'est quoi? Quand tu ajoutes Aleph et Bêta, ça donne l'alphabet. Même le nom de l'alphabet. Tu vois? Oui, quand tu as alpha, Aleph et Bêta, c'est l'alphabet. C'est l'alphabet. Donc même quand nous disons l'alphabet, ce mot n'est pas indo-européen. Tu vois? Donc voilà. Et du coup, la Grèce a donné aux Étrusques, ça a donné à Rome. Rome nous a donné toutes les écritures que nous employons aujourd'hui. Depuis le Moyen-Âge, les onciales, etc., les formes changent. Et puis comme les chrétiens grecs ont christianisé les Slaves, et le Saint Cyril et tant d'autres, bon, ils ont amené l'écriture grecque là-bas, ça a transformé, ça a donné le cyrillique et l'écriture russe. C'est la même chose, l'écriture russe et puis leur écriture là-bas, de l'Europe orientale. Voilà, donc voilà la dissémination de l'écriture égyptienne. Je ne suis pas le premier à le dire, mais même il y a Gardiner, qui est un grand égyptologue, qui a écrit la grammaire. Il a un article sur les écritures sinaïtiques. Il dit que nous utilisons encore de nos jours l'écriture égyptienne, à travers le temps, à travers les formes, etc. Bon, ici ils disent l'écriture linéaire ou crétoise, ou des Minos là. Ça n'a pas donné, ça a donné quel descendant? Ça n'a rien donné, aucun descendant. Le linéaire B ou le linéaire A n'a donné aucun descendant. Mais par contre, si tu prends l'écriture hiéroglyphique égyptienne, mais tu peux le comparer avec beaucoup de systèmes africains, que ce soit le Veil, que ce soit le Kepler, le Loma ou le Thomas, l'écriture Bambara, l'écriture Dogon. Ça, un Américain blanc fait ça. Il a comparé les signes Dogon avec les signes hiéroglyphiques, tu vois, récemment. Donc, on peut faire donc cette filiation et du coup, l'Afrique est le berceau de l'écriture. Ça se défend, ça se tient, au moins pour cette partie-là. Maintenant, les autres ont leur écriture, les Chinois, ça a évolué aussi. Parce que j'écris le Japon, le japonais, avec l'écriture chinoise. Les Japonais n'ont pas d'écriture à eux. Ils ont appris et modifié l'écriture chinoise. Ils n'ont pas d'écriture propre à eux, les Japonais là. C'est l'écriture chinoise. Tu vois, comme quoi ça évolue. Bon, de côté de l'Amérique latine, les hiéroglyphes, les mayas, les dessins qu'on voit, les hiéroglyphes aussi, ils ont inventé leur système que les Russes avaient découvert à l'époque, etc., dont on connaît maintenant la signification, on enseigne ça. Ils ont aussi inventé leurs écritures. Parce qu'il y a quelques écritures dans le monde, mais il y a des grandes zones comme ça. Or, aujourd'hui, au point de vue expansion dans l'humanité, c'est l'écriture égyptienne, pharaonique, africaine. Alors, il y a ça, l'écriture. Deuxièmement, il faut un support pour que l'écriture. Je peux écrire sur la poterie, bon, je peux écrire sur du bois, je peux écrire sur la peau des animaux. Mais si tu veux faire les dialogues de Platon, il te faut combien d'animaux pour tuer, combien de moutons, combien de moutons. Bon, si tu veux écrire toute la Bible là, avec beaucoup de copies, la Torah, toutes ces choses-là, le Coran, un peu de chameaux. Mais il te faut combien de chameaux à travers le temps, tu vois, ou les poteries, ou les bois. C'est pas commode.
Ce n'est pas du tout commode. Tu ne peux pas remplir tous les baobabs avec le Coran. Tu vois, ce n'est pas commode. Donc il fallait trouver un support plus léger, facile à transporter et facile à utiliser. Les Égyptiens ont inventé le papyrus parce qu'il pousse au bord du... Cette herbe-là qui pousse au bord du Nil, hein, ils ont fait des nattes avec ça, ils ont fait des literies, ils ont fait des choses, du tissage. En même temps, ils ont dit que ils ont pu fabriquer le papier, c'est-à-dire le papyrus. C'est-à-dire que ça peut recevoir l'encre rouge, l'encre noire. Si tu peux rouler ça, d'où les rouleaux, quoi, les rouleaux de papyrus. Tu peux transporter ça, etc. Donc, il y a eu un grand commerce dans la Méditerranée de cette affaire-là, du papyrus égyptien. S'il n'y avait pas le papyrus égyptien, on n'aurait pas Platon, on n'aurait pas Aristote, on n'aurait pas tous les saints Augustins, tout ce qui a été écrit dans les papyrus, les saints Thomas, les saints Augustins, on n'aurait pas ça. Comment ils auraient écrit ça en argile ou sur du bois, tout saint Augustin, quelle poterie. Hein? Donc voilà le papyrus. Mais le papyrus sera remplacé par le papier. Hein? Le papier, c'est une invention chinoise et qui va gagner, après 14 siècles, pardon, l'Occident à travers les Arabes par l'Espagne. Voilà, par l'Espagne. Comme l'imprimerie d'ailleurs. Parce que l'Europe, en fait, a copié la boussole, la poudre à canon, beaucoup de choses comme ça. Mais ils ne reconnaissent pas ça, qu'ils doivent aussi à d'autres civilisations, que l'humanité se partage les inventions utiles au progrès de l'humanité, que les Noirs peuvent inventer, les jaunes peuvent inventer, les Chinois peuvent, les Européens aussi peuvent inventer. Mais ils reconnaissent, ils ont le monopole absolu, hein, de l'invention, alors qu'ils ont copié aussi ailleurs, chez les Arabes, etc. Mais qui a créé les premières universités en Europe? Quels sont les créateurs des premières universités, l'enseignement supérieur, là où on enseigne? Qui a créé ça en Europe? Les premières universités ne sont pas en Allemagne, ne sont pas en Finlande ou en Suède, ne sont pas en Angleterre, sont au sud, ne sont même pas en France, sont au sud, en Espagne. En Espagne. Les Cordoba, Cordoue, Séville, etc. Les Arabes venant de Bagdad ont disséminé ont conquis pendant des siècles la péninsule ibérique. Il y a eu des gens comme Averroès, hein, comme Avicenne. On enseignait le canon de médecine d'Avicenne en Hollande jusqu'au XVIIe siècle. Hein, on enseignait ça. Voyez-vous, donc c'est des choses extraordinaires, quoi.